tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agit certainement de la vidéo que je préfère tourner chaque année puisque je vais vous présenter mes meilleures lectures de ces 12 derniers mois. Donc initialement j'avais prévu de vous présenter 22 livres pour l'année 2022, puis par la suite de vous présenter 23 ouvrages que j'envisageais très fortement de lire en 2023. Cette vidéo sera bien tournée. Mais celle-ci, donc celle de mes meilleures lectures, ne pourra pas contenir 22 coups de cœur simplement parce que je n'ai pas eu 22 réels coups de cœur cette année. J'ai préféré me focaliser sur les ouvrages qui ont soit changé ma perception de la littérature, soit m'ont véritablement apporté quelque chose à un moment où j'en avais besoin, soit m'ont apporté un moment de divertissement divin, voilà, quelque chose de vraiment très appréciable. Donc voilà, vous aurez que la crème de mes lectures de cette année. N'hésitez pas par contre à me dire en commentaire si une vidéo sur les livres qui m'ont particulièrement déçue pourrait également vous intéresser. Ce sont des vidéos que je consomme assez peu, donc des vidéos que je n'envisage pas forcément de filmer sur ma chaîne. Mais si vous êtes curieux de savoir et de connaître ces titres qui m'ont un petit peu, je sais pas, laissé dubitative ou que j'ai carrément pas aimé, parce qu'il y a aussi des ouvrages que je n'ai pas du tout aimé cette année et que je n'ai même pas terminé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce qui est toujours très difficile avec cette vidéo, c'est que je ne chronique malheureusement pas tout et c'est quelque chose que je réalise chaque année. Donc ça, c'est un petit peu la chose que j'aimerais mettre en place en 2023. J'aimerais véritablement avoir une trace de chaque ouvrage que je peux lire, puisque sur Instagram, par exemple, je chronique assez peu les classiques que je vais lire et il arrive parfois sur YouTube que j'oublie un ou deux titres comme ça qui passent à la trappe malheureusement ou que j'ai lu en audio ou que j'ai lu en dématérialisé et n'ayant pas l'ouvrage physiquement sous la main, et à portée de vue, c'est vrai que je ne le comptabilise pas dans mes lectures pour l'année, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a aussi des belles découvertes que j'ai fait sous ce format-là. Il y en aura quelques-uns dans cette liste, mais je pense que j'en ai oublié certains. Voilà, donc sachez que c'est peut-être non exhaustif et qu'il est probable que dans un vlog ou dans une vidéo, j'ai mentionné un livre que j'ai également adoré et qui fait partie de mes coups de cœur de cette année, mais que malheureusement, au moment de la sélection, il m'est échappé complètement. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. On part tout de suite et je vous présente, c'est donc mes meilleures lectures de l'année 2022. Je vais commencer par tout ce qui est plus essai, pamphlet, en tout cas ce qui ne rentre pas dans le roman à proprement parler ou dans la poésie, dans le théâtre, bref, un genre peut-être un peu plus théorique. J'ai choisi dans un premier temps de vous parler de Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. C'est publié ici chez les éditions Point et c'est préfacé par Chloé Delhomme que vous connaissez peut-être. Cet ouvrage, si je l'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a parlé, il a vraiment trouvé écho en moi sur énormément de sujets, puisque Pauline Armange a mon âge déjà, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en résonance, des réflexions qui sont communes à notre génération, je pense, simplement. C'est un pamphlet dans lequel l'autrice va aborder toutes les bonnes raisons qu'ont les femmes de détester les hommes, et ce n'est pas un livre qui fait de l'apologie de la détestation de l'homme ou de la misandrie, c'est bien plus un ouvrage qui amène à réfléchir, à déconstruire des choses qui sont ancrées, qui font véritablement souffrir les femmes au quotidien. Et pas seulement, mais on parle de sexisme ordinaire, mais on parle aussi de violences beaucoup plus importantes. On parle de ce qu'est vraiment ce conditionnement et ce traumatisme qui est le fait de naître femme dans une société profondément viriliste et profondément patriarcale. Je trouve que Pauline Armange le fait divinement bien. C'est vraiment un tout petit essai de quelques... Alors je vais vous dire exactement, ce sera plus parlant, mais d'un peu plus d'une... Même pas, de 100 pages. Donc ça se lit extrêmement vite. Je trouve que c'est une... Alors je sais pas si c'est une bonne alternative pour rentrer véritablement dans la découverte de la pensée féministe, dans le sens où je pense on pourrait y voir pour certains une forme de radicalité que moi je ne trouve absolument pas personnellement, mais c'est ce qui a été reproché à ce livre et je pense que c'est nettement dû à son titre qui a quelque chose d'assez provocateur effectivement. Je trouve que le titre est pertinent, je trouve que l'ouvrage en lui-même est pertinent, c'était vraiment une lecture très intéressante et pour tout vous dire, j'ai pleuré à plusieurs reprises, j'ai pleuré d'émotions, je ne saurais même pas... je vais dire deux choses qui sont un petit peu antinomiques, mais j'ai pleuré d'émotions intellectuelles, c'est-à-dire que cet ouvrage a touché quelque chose en moi qui était de l'ordre de la réflexion ancrée profondément et de la souffrance véritable. Ces deux aspects s'étant combinés et étant les aspects que Pauline Armange traite, voilà, c'est exactement ça que j'ai ressenti, c'était une tristesse intellectuelle. J'ai trouvé que malheureusement le monde était encore assez pauvre pour les femmes, qu'on était encore assez peu ouvert, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dysfonctionnelles, qu'on ne voyait pas et que très rapidement on criait au harcèlement, à la violence quand les femmes s'attaquent véritablement à la question de la virilité. Bref, c'était vraiment un très très bel ouvrage et je vais vous en lire un petit passage. Ce n'est pas pour cracher dans la soupe, mais il faut être honnête. Non, mon amoureux n'est pas parfait. Il ne me viole pas et ne me frappe pas. Il fait la vaisselle, passe l'aspirateur et me traite avec le respect que je mérite. C'est ça être parfait? Ou bien est-ce la moindre des choses?
Les standards sont-ils tellement bas que les hommes peuvent s'en tirer à si bon compte? Entendons-nous bien, je ne suis pas parfaite non plus, et personne ne l'est. Il me semble pourtant que les efforts entrepris par les femmes pour se rendre plus aimables aux yeux de leurs conjoints sont rarement réciproques. On va chez le psy, on lit des livres qui nous apprennent comment nous organiser, comment être zen, comment jouir, on partage nos états d'âme, on initie des dialogues, on fait du sport et des régimes, on fait des relookings, de la chirurgie esthétique, on se fait coacher, on change de job, on se plie en quatre, les femmes sont dans un processus de mise à jour permanent. Avec mon tapis de yoga, mon application de méditation, mes 2 thérapies, mes bouquins de communication non violente et mon contrôle relatif de mes émotions parfois débordantes, j'ai l'impression d'être un cliché. Je me revois expliquer les principes de la communication non violente à mon conjoint, en espérant que ça nous permettrait de mieux exprimer nos désaccords sans sombrer illico dans des disputes orageuses. Il aurait pu lui aussi lire le livre que j'avais acheté. Voire folie, il aurait pu prendre les devants en constatant que nos conflits ne se résolvaient pas de manière satisfaisante et proposer lui-même une solution. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai pris la charge émotionnelle de la relation sur mes épaules. C'est ce que les femmes sont obligées de faire, vu qu'elles sont les seules dans une relation hétérosexuelle à avoir appris à le faire. Les mecs pourraient s'y mettre aussi, mais c'est comme apprendre une langue étrangère, beaucoup moins facile une fois adulte, et si en face, quelqu'une fait tous les efforts pour partager la langue de l'autre, pourquoi s'emmerder? Voilà, c'était simplement un extrait, je pense que j'aurais pu vous en proposer bien d'autres qui sont tout aussi pertinents parce que je pense que ce pamphlet regorge de citations qui pourraient devenir cultes et qui seraient très très intéressants d'analyser plus en détail et d'approfondir. Mais vraiment, très très bonne lecture, cet ouvrage, voilà, que je ne vous recommande pas forcément pour vous initier à la pensée féministe, mais qui, ouais, voilà, qui, je pense, pourrait parler à toutes les femmes. Toujours donc dans les essais, il y a un livre dont je ne pouvais pas ne pas vous parler cette année, c'était impensable, ça a vraiment été un coup de poing, ça a été une lecture qui m'a vraiment permis d'ouvrir même mon champ de compréhension et d'analyse des systèmes politiques complètement différemment. Il s'agit du livre Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, qui est vraiment pour moi l'essai à retenir dans mes lectures de cette année. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel Lucille Pétavin va quantifier d'un point de vue pécunier donc l'impact du virilisme, de la virilité et du comportement des hommes sur la société et qui va donc estimer un coût global de cette virilité, ce que ça représente en termes purement financiers, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur le milieu carcéral, bref, tout ça pris ensemble, Lucille Pétavin va faire un grand calcul qui va donner une somme absolument exorbitante que je n'ai pas en tête là tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai prêté l'ouvrage, donc je ne l'ai pas en ma possession maintenant. Je vous mettrai une image par ici, comme d'habitude. Vraiment, cet ouvrage, il est coup de poing pour beaucoup de raisons. Il fait repenser énormément de choses et il explique... Alors, expliquer, ce n'est peut-être pas le bon terme. Il expose le fait que la violence dans nos sociétés est très majoritairement masculine. Et ce n'est pas non plus misandre, encore une fois, que de dire ça, puisque Lucille Pétavin s'appuie uniquement sur des faits. C'est un ouvrage très factuel, c'est un ouvrage très théorique. D'ailleurs, c'est un ouvrage de recherche qui est hyper référencé, que je vous recommande si vous êtes très exigeant en termes d'un travail voilà, fini, fignolé, sourcé, qui vraiment a un côté très universitaire presque, qui est très complet et qui va vous pousser dans vos retranchements, va vous pousser à sortir de votre zone de confort et à vous dire que effectivement ce problème de la virilité, c'est un problème qui existe véritablement. Je pense que c'est de loin l'un des ouvrages qui m'a fait le plus réfléchir cette année, qui m'a vraiment donné envie de justement d'aborder peut-être un peu plus cette question du féminisme sur la chaîne à travers mes ouvrages. Et pour la première fois, je pouvais le faire d'un point de vue économique, ce qui était très intéressant. Il faut savoir que je ne me suis jamais véritablement intéressée à l'économie. Ce n'est pas quelque chose que je lis beaucoup. J'ai un ouvrage depuis quelques temps dans ma palle qui est Où va l'argent des pauvres de, je ne saurais plus vous dire l'auteur, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est le seul ouvrage que j'avais jusque-là qui traitait véritablement d'économie. Et le coup de la virilité est venu planter une petite graine dans mon esprit, une graine qui, en fait, qui m'a fait comprendre que c'était très compliqué aujourd'hui et même impossible de penser notre société sans son système économique. Le système capitaliste, tout ce qu'il représente et même la société patriarcale est aujourd'hui confondu avec ces notions d'économie. Bref, je pense que je caricature beaucoup pour essayer d'être entendable et de vous parler convenablement de ce livre. Mais voilà, c'est un ouvrage qui vraiment s'attelle à démontrer quelque chose d'un point de vue très factuel et je vous le recommande très très vivement pour approfondir votre pensée féministe, pour développer votre pensée féministe, pour développer votre pensée tout court. Dans tous les cas, je vous recommande vivement de découvrir Lucille Pétavin.
Pour transiter vers les romans, je vais rester dans les mêmes thématiques, la thématique un petit peu féministe, dirons-nous, mais je bascule sur du roman quand même. Donc, l'autrice qui a gagné le prix Nobel de littérature cette année, même si j'ai fait la lecture de cet ouvrage avant et que j'ai lu la plupart de ses ouvrages l'année passée, parce que c'est vraiment devenu une passion pour moi, Annie Ernaux avec L'événement. Une énorme claque, ce roman. Alors là, c'est pareil, je pense que vraiment, il est très peu annoté, mais c'est parce que j'aurais pu annoter absolument tout ce qui se trouve dans ce livre. Il n'y a aucune formule qui n'est pas à sa place. Le style d'Annie Ernaux est parfait, comme à chaque fois. Je n'ai jamais été déçue de la plume d'Annie Ernaux. Je la trouve aiguisée, je la trouve juste, je la trouve exigeante, je la trouve vraiment... elle porte très très bien ce que l'autrice veut nous dire systématiquement. Et dans l'événement, on va aborder la question de l'avortement dans une époque où l'avortement est très 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 difficile, où en tant que jeune femme, on ne peut pas arriver comme ça chez le médecin et se présenter en disant je veux avorter, où l'avortement est clandestin, où l'avortement est caché, où l'avortement est honteux, où les rapports sexuels des jeunes femmes sont vus comme quelque chose de, alors, non pas d'illégal, mais presque de dénigrant, de sale, enfin ce qui a été le cas quand même pendant longtemps. Mais voilà, on est dans ce contexte-là. C'est une histoire vraie, c'est un récit autobiographique, comme très souvent chez Annie Ernaux. Et c'était incroyable. Vraiment, j'ai trouvé ça bluffant. Je pense l'avoir lu en février. J'en garde vraiment une trace indélébile en moi. Il y a vraiment des moments de cet ouvrage qui sont encore dans ma tête, presque mot à mot, je pense. Notamment un passage que je vais vous lire également. Je trouve que c'est important peut-être de vous faire la lecture parfois d'un tout petit passage des textes. Personnellement, je suis assez sensible aussi au style des auteurs. Et donc, le fait de les entendre lire ou de découvrir, même en quelques phrases, ce que ça peut donner, les sonorités, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je me permets de vous lire un passage encore une fois, donc cette fois de l'événement d'Annie Ernaux. Maintenant, le ciel des idées m'était devenu inaccessible. Je me traînais au-dessous avec mon corps embourbé dans la nausée. Tantôt j'espérais être de nouveau capable de réfléchir après que je serais débarrassée de mon problème, tantôt il me semblait que l'acquis intellectuel était en moi une construction factice qui s'était écroulée définitivement. D'une certaine façon, mon incapacité à rédiger mon mémoire était plus effrayante que ma nécessité d'avorter. Elle était le signe indubitable de ma déchéance invisible. Dans mon agenda, je n'écris plus, je ne travaille plus. Comment sortir de là? J'avais cessé d'être intellectuelle. Je ne sais si ce sentiment est répandu. Il cause une souffrance indicible. C'est vraiment un passage qui m'a beaucoup marquée parce que ce parallèle entre l'impossibilité des femmes de développer leur intellect, leur culture, leur connaissance personnelle lors de la grossesse ou lorsqu'elles endossent le rôle de mère, c'est quand même un sujet très important, je trouve, qui n'est pas tant traité que ça. D'ailleurs, même le sujet de l'avortement est finalement assez peu répandu dans la littérature française, ce qui est dommage. Je sais qu'il y a quelques textes étrangers qui en parlent également, mais malheureusement, je n'ai pas de titre à vous proposer comme ça. L'événement, c'est un petit peu la référence, en France en tout cas, en matière de texte sur la question, mais je pense que c'est, alors en dehors du fait qu'évidemment il est brillant et que c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, c'est que ça fait partie de mes plus gros coups de cœur de l'année. Voilà, il est un petit peu dommage que ces sujets ne soient pas plus exploités. J'espère que la remise en lumière d'Annie Ernaux par sa réception du prix Nobel de littérature permettra peut-être de remettre en avant cet ouvrage et la question de l'avortement au centre des débats, au centre de la production littéraire même, je devrais dire. Et voilà, je suis très contente d'avoir découvert ce livre que je relirai certainement parce que je l'ai trouvé incroyable et je vous le recommande à 1000%. On va rester avec une autrice, avec certainement... Enfin, c'est très difficile de classifier tous ces ouvrages, hein, mais La douleur de Marguerite Duras. Ce livre, c'est... je vous en ai parlé en point lecture. J'ai beaucoup de mal à en parler. Je le trouve vraiment... C'est pas le plus connu de Duras. Je sais qu'on parle souvent de L'Amant, on parle souvent du Barrage, on parle souvent Moderato Cantabile, qui sont des livres que j'ai lus et que j'ai adorés également. D'ailleurs, Moderato Cantabile aurait pu figurer dans ce top de mes lectures. Mais la douleur, une expérience incroyable. Alors, c'est pas un roman à proprement parler, hein. Ça se découpe en 3 parties que j'ai trouvées, je vais pas dire inégales, mais assez différentes. Moi, je vais vous parler de la première partie de ce récit, dans laquelle Marguerite Duras aborde la perte de son époux. Il n'est pas mort, il a simplement disparu. On est en temps de guerre, il est résistant, et elle est dans le Paris, voilà. Elle est
dans un appartement. Elle est seule. Et en fait, elle nous raconte cette attente, cette crainte d'avoir perdu l'être cher et en même temps les découvertes progressives de tout ce qui pouvait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit tout ça. Voilà, c'est vraiment... et tout ça porté évidemment par la plume de Marguerite Duras qui est d'une intensité, d'une force indicible. Vraiment, c'est magique. Lire Duras, c'est toujours magique. C'est-à-dire que même quelqu'un... Enfin, je veux pas... Mais même Le Barrage, qui était un roman très aride, m'a chamboulé de par la plume de Marguerite Duras. D'ailleurs, il aurait également pu être dans la vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2022. Il y a quelque chose avec Marguerite Duras, il y a quelque chose dans la plume, il y a quelque chose dans l'authenticité, il y a quelque chose dans ce besoin de vérité, dans ce besoin d'exhaustivité que je trouve fascinant. Et dans la douleur, on a exactement ça. Et c'est mêlé avec les sentiments de cette femme qui attend son mari qu'elle aime, mais qui est du même coup, en fait, porté par des émotions qu'elle peut avoir pour un autre homme, par ce sentiment d'abandon, par ce vécu traumatique de la guerre. Bref, tout ça est mélangé, tout ça est divinement fait. La douleur, je pense qu'il est dans le top 3 de mes meilleures lectures de cette année, même si je ne veux pas les classer. Mais j'oublierai jamais ma lecture de ce livre. Je relirai sa première partie. J'ai beaucoup aimé les autres aussi, mais elles sont complètement différentes pour moi. Voilà, j'adore ce livre. Évidemment, bon, de toute façon, il ne serait pas là si je ne l'avais pas adoré. Mais je ne peux pas en parler avec une certaine émotion parce que vraiment, il m'a fait quelque chose. Et il m'a fait quelque chose qui ne disparaîtra pas. Voilà. Et c'est un petit peu la magie de la littérature. Il y a des ouvrages comme ça qui nous transforment un petit peu. Donc, son mari, dans la première partie, il s'agit de Robert Anselme, qui est un auteur également, dont j'ai un ouvrage dans ma pile à lire et dont je vous ai parlé, je crois, dans le dernier vlog sur la chaîne, qui est donc L'espèce humaine. Et je vais très rapidement me plonger dans la lecture de ce titre, même si j'ai terminé La douleur il y a bientôt un an, mais non, peut-être pas. Si, je crois que c'était en janvier l'année dernière, donc un an. Et j'avais commandé dans la foulée le livre de Robert Anselme pour en savoir plus. Malheureusement, je n'en ai pas fait la lecture. Mais voilà, je vais m'y mettre parce que c'était merveilleux, La douleur. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai l'impression que je traînasse. Je passe beaucoup de temps à vous parler des ouvrages. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir attraper? Ok, on va faire du 3 en 1. Donc, j'ai continué ma lecture des Rougon-Macquart de Zola. J'ai continué avec, cette année, j'ai lu La Conquête... Pardon. Le ventre de Paris. Enfin, j'ai terminé Le ventre de Paris cette année. La Conquête de Plassans et La faute de l'abbé Mouret. Le ventre de Paris, il s'agit du 3e tome des Rougon-Macquart. On va suivre Florent, un jeune homme qui a été envoyé au bagne pour ses convictions politiques, qui va se retrouver à Paris par un miracle, hein, clairement, qui va retrouver son frère et son frère va le prendre sous son aile. Son frère a hérité d'une somme assez conséquente qu'il veut partager avec Florent, mais que Florent refuse. Il va donc rester habiter chez son frère avec son épouse qui est donc Lisa, qui est, qui est donc l'élément rattaché à la famille des Rougon-Macquart. Et on va donc suivre le quotidien des halles parisiennes à ce moment-là, donc de ce grand marché dans lequel il y a des fruits, des légumes, des poissonneries, etc., etc. On va suivre en fait cette vie en microcosme dans les grandes halles de Paris, avec des descriptions absolument qui vraiment vous font vivre sensoriellement tout ce qui se passe dans le roman. On a vraiment des pages entières où Zola s'attarde à décrire les étalages, à décrire les odeurs, à décrire les couleurs. Bref, c'est d'une richesse en termes de description qui est incroyable. Et on a un retournement de situation finale qui remet en question énormément de choses, qui interroge beaucoup la morale humaine, qui interroge beaucoup les rapports qu'on peut avoir avec les gens. Le ventre de Paris, c'était un ouvrage sublime, très bien écrit, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et on sent que Zola a passé des heures à observer ces halles, à observer les habitants de ces halles, les habitués, à décrire leur quotidien, décrire vraiment tout ce qu'ils pouvaient voir. Voilà, c'était vraiment merveilleux. Donc on est quand même on est dans un roman qui est très dur dans le sens où on aborde beaucoup la misère, hein, des pauvres gens. Et l'injustice aussi, l'injustice de ces personnes qui veulent s'engager politiquement et lutter contre un système oppressif pour leur classe. Bref, vraiment magnifique, Le ventre de Paris. Ensuite, j'ai lu donc le 4e tome des Rougon-Macquart, à savoir La conquête de Plassans, qui est, je pense, pour le coup, si je devais faire un classement de mes surprises, là j'ai été surprise. Je pensais pas du tout que La conquête de Plassans me plairait à ce point-là. Je ne pensais pas du tout que c'était ces thématiques-là qui étaient abordées dans La conquête de Plassans. Pour tout vous dire, je pensais que c'était une continuité de La Fortune, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais mis ça dans la tête depuis un moment et c'était ma première lecture de La conquête de Plassans.
Dans ce tome-là, on va suivre la famille Mouret qui va recevoir l'abbé Faujas, qui est un homme qui va venir s'installer à Plassans et qui va petit à petit poser son emprise en fait sur la ville et s'imposer comme le référent en matière de religion, bien sûr, mais pas seulement. Il va petit à petit s'immiscer dans les affaires privées et notamment s'immiscer dans les affaires de la famille Mouret, qui progressivement va connaître une déchéance qui malheureusement n'aura pas de frein. Et divin, vraiment. Je vous en dis pas plus parce que c'est littéralement ça, hein, l'histoire de la conquête de Plassans. C'est beaucoup des jeux de manipulation, d'écoute, de stratégie. C'est beaucoup des placements des pions. On a un petit peu l'impression d'être dans une partie d'échecs complètement déséquilibrée avec un abbé Faujas très... vraiment qui prévoit ses coups d'avance et un Mouret qui est complètement démuni face à la situation. C'était très très bien. Et là, on est vraiment dans le roman social par excellence. On a cette confrontation du clergé qui est tout de même relativement formé, même si c'est le clergé en milieu très reculé. On est vraiment dans un petit village. Mais voilà, on va avoir cette confrontation-là. On va avoir comment dire, la confrontation avec l'insuffisance aussi parfois de la réflexion des personnages qui n'ont pas forcément le temps de s'opposer à des pouvoirs qui les dépassent. Voilà, donc, et vraiment une fin incroyable aussi. Là, je peux rien vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais la fin de la conquête de Plassans, elle m'a laissé sur les fesses. Voilà, je pourrais le dire plus poliment, mais c'est littéralement ce qui s'est passé. À la fin, j'étais sans voix, j'étais bouche bée. Et c'est une émotion que j'aime beaucoup dans les romans de Zola. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment en fait lorsqu'on termine un tome des Rougon-Macquart. Et voilà, j'ai adoré ce tome-là. Et je termine donc pour les Rougon-Macquart avec La faute de l'abbé Mouret, qui est beaucoup trop à noter, comme vous pouvez le voir. Alors je sais que depuis que la relecture, enfin la lecture commune pardon, des Rougon-Macquart a été lancée par Nabulita et Anastasia, euh, lors du live sur... je me suis extrêmement mal exprimée, on reprend. Je sais que lors des lives de Nabulita et d'Anastasia qui ont organisé donc le challenge de la lecture des Rougon-Macquart, donc lisons les Rougon-Macquart, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur ce livre-là. Et pourtant, moi, je l'ai adoré. Alors, je comprends ce qu'on peut trouver problématique, vraiment. Et il y a des choses qui ne s'inscrivent pas du tout dans les convictions que je peux avoir. Il y a effectivement des descriptions, notamment de la jeune femme, qui sont parfois assez déroutantes, et même dans le rapport que l'homme entretient à la femme, le rapport que l'homme entretient à la passion, le fait que la femme soit vraiment ramenée à un élément de tentation et de chute, en fait, de l'homme. Donc, il y a plein d'aspects que je comprends qui sont très très problématique. Il y a des longueurs aussi dans La faute de l'abbé Mouret, mais j'ai adoré. Je me demande même si c'est pas le tome que j'ai préféré lire cette année. Je l'ai lu avec le Covid. Je l'ai lu épuisé, vraiment. Et je ne pouvais pas le lâcher. Il y avait des phases descriptives qui s'apparentent vraiment à des descriptions qui renvoient à ces descriptions du jardin d'Éden, en fait, avec un jardin très riche, luxuriant, qui vient vraiment cacher des moments d'amour qui sont d'une grande intensité pour les deux protagonistes. Bref, c'est très beau. Il y a vraiment, c'est une réécriture un petit peu biblique hein, du jardin d'Éden. Et c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Je comprends qu'on puisse lui trouver plein de défauts. Je comprends qu'il y ait des choses qui soient pas, enfin qui soient encore une fois problématiques, mais j'ai adoré ce livre-là. J'ai eu beaucoup d'affection pour Albine, qui est le personnage féminin du récit. J'ai eu un certain intérêt hein, pour la psychologie de Serge, qui est donc l'abbé Mouret. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi les descriptions du culte à la Vierge Marie. Je les ai trouvées magnifiques. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose ouais, vraiment de magique dans ces descriptions-là. En fait, on voyait presque les émotions que la foi pouvait faire ressentir au personnage. Enfin, c'était incroyable, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande toujours de lire les Rougon-Macquart, donc si ce n'est pas fait. On passe à de la littérature young adulte avec Octave d'Arnaud Catherine. Évidemment, il y a un Arnaud Catherine dans ce top de mes meilleures lectures de l'année. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour la simple et bonne raison que je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. Je vais juste vous faire un bref résumé. Octave, c'est le dernier tome, entre gros guillemets, d'une trilogie qui comportait donc un premier tome qui était Romance, que je vous mettrai juste là, Les Nouvelles Vagues, et ensuite on a Octave qui vient clore ce cycle. Dans Octave, on va enfin avoir le point de vue du personnage qui nous intriguait tant dans les tomes précédents, et surtout, on va être en face de cette histoire de
de deuil, de perte d'un être cher, de comment se remettre d'une rupture qui vraiment à l'adolescence nous a transformés, une relation qui a eu un impact tel qu'on ne se reconnaît plus après la rupture et qu'on apprend peu à peu à vivre et à se reconstruire malgré des émotions qui sont vraiment d'une vivacité et d'une intensité qui est difficilement supportable. Voilà, on a tout ça chez Arnaud Catherine, mais on a surtout tout ça apporté par une plume poétique, juste, magique. Enfin, vraiment, Arnaud Catherine, c'est un de mes auteurs favoris en matière de littérature young adult. Je ne suis jamais déçue par ses récits. Et Octave, je pense que c'est mon préféré. Voilà. Les Nouvelles Vagues avaient déjà placé la barre extrêmement haut, mais alors Octave, je l'ai lu en une après-midi. Je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé vraiment aussi bien divertissant que touchant, que il y a plein de choses qui se sont passées lors de cette lecture. Je l'ai trouvé bienveillante, je l'ai trouvé juste, je l'ai trouvé... Enfin, j'ai vraiment vu toute l'intelligence d'Arnaud Catherine dans sa façon de tisser sa toile, dans son récit, d'offrir des avenirs à ces personnages qui sont toujours différents, qui évidemment rencontrent des obstacles, mais toujours avec, je sais pas, une volonté d'apprendre, de s'élever, de changer, bref, j'ai adoré. Octave, gros coup de cœur de cette année. On reste en littérature young adulte avec Gamine d'Emmanuel Rey, que je vous ai déjà présenté également dans un point lecture très récent, donc je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet. Dans Gamine, on suit une jeune fille, une jeune adolescente de 16 ans qui va tomber amoureuse d'un homme de 30 ans. Et on va voir tout ce que peut entraîner la manipulation, les stratégies, les jeux de dupes, cette emprise en fait que peut avoir un homme plus âgé sur une jeune femme qui ne connaît rien à l'amour, qui est complètement transie vraiment de fascination, d'admiration pour un homme qui finalement est assez médiocre, hein, soit dit en passant. Et voilà, on va suivre ça, cette histoire d'emprise, cette histoire de souffrance d'une adolescente qui est prise au piège complètement dans une relation dysfonctionnelle, une relation toxique, une relation qui la détruit à petit feu. On va suivre également l'entourage de cette jeune fille qui va être complètement dépossédée, qui ne va pas pouvoir agir en conséquence, qui ne va pas pouvoir lui venir en aide. Et vraiment, c'était très très bien. La plume d'Emmanuel Rey est très très simple. Elle est vraiment d'une simplicité et d'une justesse en même temps. Voilà, très bon roman, que ce soit pour sa forme et pour sa plume. Je vous recommande vivement de découvrir Gavin. Impossible de vous faire un top de mes meilleures lectures 2022 sans vous parler d'un ouvrage de Joanne Richoux, et je vous parle cette fois de La peau des filles qui est paru chez Actes Sud en mai, je crois, si je me rappelle bien, qui est merveilleux. Je l'ai lu avant sa sortie, je l'avais trouvé incroyable. C'est vraiment Joanne dans toute sa splendeur. Donc là, elle est publiée en adulte pour ce livre-ci. On va suivre le destin de 3 jeunes femmes qui vont partir en vacances, qui ont toutes les 3 leurs problèmes, toutes les 3 de lourdes un lourd poids psychologique qui peut être lié à des troubles du comportement alimentaire, à vraiment une dysmorphie un petit peu prononcée, à des addictions particulières, bref, des jeunes femmes qui sont en souffrance, qui vraiment sont en phase en fait de reconstruction ou de construction même par moment. On va avoir des descriptions d'une beauté et d'une richesse à couper le souffle, et toujours avec l'intensité de la plume de Joanne qui va vraiment chercher dans les profondeurs de l'âme humaine, chercher dans les profondeurs de la psyché, de la psychologie de ces héroïnes, qui va vraiment essayer de les comprendre, enfin d'amener le lecteur à les comprendre plutôt de les mettre sur, voilà, sur ce chemin un petit peu de ces esprits torturés qui font tout pour être comme tout le monde mais qui vivent en marge malgré tout, qui veulent vivre, ressentir, qui sont vraiment en fait avides de vie et qui essaient de dévorer tout parfois d'une façon tellement prononcée que ça en devient dangereux, ou inversement des personnes qui n'ont plus aucun espoir et qui ne parviennent pas à ressentir une véritable volonté de vivre, et même sans aller jusqu'à volonté, à qui ont du mal à supporter même l'existence. Bref, ce grand mix, ce grand tout qui fait en fait une vie humaine, parce qu'on passe par toutes ces émotions-là, et bien Joanne, elle arrive à nous en parler avec justesse. Et pourtant, sur le papier, cette histoire, quand vous lisez le résumé, c'est 3 jeunes femmes qui partent en vacances. Mais ce n'est pas seulement 3 jeunes femmes qui partent en vacances. C'est 3 jeunes femmes qui partent en vacances, qui se découvrent, se redécouvrent, qui ont des relations entre elles. Donc il y a un petit peu ce côté, un petit peu ce rapport à la sororité aussi qui est intéressant. Et il y a toute cette dimension psychologique que je vous ai décrite.
je peux que vous recommander de lire Joanne Richoux, qui est mon autrice favorite. Mon autrice favorite toujours là. Déjà d'une part, mon autrice favorite en young adulte, et là en adulte, elle m'a vraiment bluffée. Et je suis vraiment incroyablement reconnaissante d'avoir un jour choisi sur le programme des éditions Sarbacane il y a quelques années Les Collisions et de m'être lancée dans cet ouvrage sans rien en attendre, d'avoir reçu une claque monumentale et d'avoir par la suite lu tout ce qu'a pu faire Joanne, parce que chaque fois c'est... Voilà, c'est trop bien, c'est une expérience de lecture que j'adore, donc je vais arrêter de faire du blabla, mais vraiment, lisez Joanne, lisez n'importe lequel de ses livres. Dans tous les cas, vous allez être conquis parce que c'est d'une beauté et d'une poésie qui est rare dans la littérature actuelle, même si voilà, je trouve ça un peu prétentieux de dire ça, mais dans tout ce que je lis, c'est très rare que je retrouve l'intensité et la richesse et l'amour même de la littérature que Joanne peut avoir. Après cette déclaration d'amour incroyable, je vais vous parler un tout petit peu de fantaisie avec Les Maîtres Enlumineurs, qui est un ouvrage que j'ai découvert en audio en fin d'année. Je l'ai vraiment découvert là il y a quelques temps et que je vous recommande vivement si vous aimez les univers de fantaisie extrêmement denses. On est dans un monde où les alchimistes ont développé une forme de magie assez particulière qui consiste à tracer des sceaux sur les objets, sur les murs, sur absolument tout, sur les matières, sur bref tout, et à leur donner des consignes. Donc par exemple sur une porte ça va pouvoir être, je ne sais pas, tu ne t'ouvriras que si un certain type de clé se présente, ou tu ne t'ouvriras que si telle énigme est résolue, bref ce genre de choses. Et on va suivre, nous, un personnage qui pense initialement faire un simple braquage, mais qui va se retrouver avec un objet en sa possession d'une puissance gigantesque, qui ne va pas exactement savoir ce que c'est et qui va en fait enquêter pour comprendre cet objet. Objet qui parle, qui est une clé, et qui est vraiment très intéressant. Il y a vraiment un rapport qui se crée entre les deux protagonistes, donc la clé et cette héroïne qui est super. Et voilà, et donc le roman va se découper en 3 temps. On va avoir un temps aussi où il va y avoir... donc on a un temps où vraiment la clé et l'héroïne sont toujours tous les deux. On a un temps suivant où on va découvrir un petit peu plus, je dirais, la politique des États et du monde qui est développé. Et une troisième partie qui va être un peu plus dans l'action. Bref, c'était vraiment une super lecture, un roman de fantasy, plein de rebondissements, très riche, avec un univers rigoureusement mis en place. Il n'y a aucune fausse note, je trouve, dans Les Maîtres Enlumineurs, c'est pour ça qu'il fait partie de ce top. J'ai pas lu beaucoup de fantasy cette année, mais je tenais vraiment à mentionner celui-ci parce que je l'ai trouvé très abouti. C'est de la fantasy adulte, il est assez exigeant. Et c'est vrai qu'en audio, j'ai eu peur par moments d'être perdue. Ça a été le cas peut-être sur les 2-3 premiers chapitres, mais tout le reste du temps, j'étais dedans, vraiment plongée dedans. J'ai passé un très bon moment et je vous le recommande très vivement. Ça fait partie de ces divertissements très agréables que j'ai eu cette année. Petite pause manga, il y a 2 auteurs que je voulais absolument vous mentionner, que j'ai adoré découvrir cette année. Il s'agit de Kazuo Umezu et de Junji Ito, que je ne connaissais pas, hein. J'ai découvert Spiral assez tard cette année. Donc par contre j'ai tout enchaîné, c'est-à-dire que j'ai lu Spiral, j'ai lu Spiral, j'ai lu Guillot, j'ai eu les histoires... Oh mince, je me souviens plus des titres, je vous les mettrai là. Oh, c'est fou ça, pourquoi je me souviens plus? J'ai lu les histoires courtes il y a peu, j'ai lu Soichi, j'ai lu tout ce qui est sorti en français en fait récemment chez Mangetsu et chez Delcourt Tonkam. J'ai tout lu. Et j'ai tout adoré. Vraiment, Junji Ito, c'est une découverte fracassante de cette année. C'est rentré dans ma vie comme un boulet de canon. Dès les premières planches, j'étais fascinée par le style qui est très sombre, par les histoires qui sont vraiment d'une originalité et d'une richesse que, en fait, si je devais comparer complètement différemment, parce que vraiment l'esthétisme de l'horreur japonaise, c'est très particulier. Mais en termes d'imagination, pour moi, c'est l'équivalent de Stephen King, en fait. Chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle histoire, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on est toujours surpris et tout fonctionne, en fait. Vraiment tout, il n'y a pas une fausse note, il n'y a pas une nouvelle ou un ouvrage où vous vous dites tiens, on part sur une idée, je pense qu'elle va pas être bien exploitée et elle ne l'est pas. Vraiment, moi initialement, il y a plein de mots où je fais oula, il va en venir où avec ça en fait? Et bah, en fait, il va exactement où il veut, et je suis emportée, et ça marche trop bien. On est sur de l'horreur qui s'apparente quand même beaucoup à du body horror, donc on a beaucoup de déformations des corps, on a beaucoup de scènes sanglantes aussi, on a un peu de tout. Mais c'est aussi une horreur qui joue sur la psychologie. Il y a vraiment de tout. Vous avez Sensor aussi qui va être plus de l'horreur cosmique. Bref, Junji Ito, il y en a pour tous les goûts en matière d'horreur. Si vous aimez ça, si vous aimez les mangas, et même si vous n'aimez pas les mangas d'ailleurs, si vous aimez la littérature horrifique, ou si vous voulez comprendre un petit peu, je pense même les ressorts basiques, enfin basiques, j'aime pas le mot,
les ressorts premiers de ce qui va venir titiller en fait la peur chez quelqu'un. Je trouve que c'est très bien de lire Junji Ito, vraiment. Et dans le même registre, comme je le disais, j'ai lu Kazuo Umezu, j'ai lu L'école emportée et j'ai lu Baptisme. Et j'aimerais vous parler de Baptisme parce que j'ai adoré L'école emportée, mais c'est le chef-d'œuvre de Kazuo Umezu. Tout le monde le connaît. Et Baptisme, je n'en avais jamais entendu parler. Jamais. Et quelle claque, mais quelle claque. C'est en 4 tomes. Donc ce sont des tout petits mangas. Enfin, ce sont des mangas assez larges. Je les ai pas là, ils sont en bas. J'ai la flemme d'aller les chercher. Ils sont assez larges, mais ils sont tout petits en termes de format. Bon, c'est purement matériel, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais alors, on est dans une histoire complètement farfelue. Hein. Vraiment. Comme pour l'école emportée. Hein. C'est vraiment des scénarios qui sont complètement farfelus. Et alors, menés avec un brio indicible. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus. Junji Ito, Kazuo Umezu, mes 2 grosses découvertes en matière de manga cette année. Pour clore le chapitre des mangas, j'aimerais aussi vous parler de la saga Léviathan très rapidement, qui est parue chez Kyun en 2 tomes pour l'instant, j'ai lu les 2, qui est un espèce de battle royale dans l'espace où on va avoir une classe qui va se retrouver. Ça fait un petit peu penser à l'école emportée d'ailleurs quand on y pense, ça reprend beaucoup les ressorts de Kazuo Umezu. Donc on va avoir ce battle royale dans l'espace en fait, qui va pour le coup par contre être très très sanglant. Bon, l'école emportée aussi, donc je sais pas pourquoi je nuance. Très sanglant avec des adolescents qui sont vraiment d'une cruauté sans nom parfois, vraiment. Et voilà, c'était génial. Léviathan aussi, je vous le recommande. Alors là, c'était mes recommandations horreur manga. D'ailleurs, cette année en manga, j'ai noté que du manga horrifique. Parce que, alors certes, j'ai lu One Piece, que j'aurais pu également le mettre dans ce top. J'ai lu que les 20 et quelques premiers tomes. J'ai beaucoup aimé ma découverte aussi des 3 premiers tomes de Naruto, mais vraiment ce qui a tout changé dans ma lecture du manga, enfin ce que j'ai vraiment eu envie, enfin lui j'ai eu une boulimie en fait de manga horrifique cette année parce que j'ai trouvé que c'était incroyablement bien fait. D'ailleurs si vous en avez à me recommander, mais vraiment en commentaire, n'hésitez pas, dites-moi tous les mangas horrifiques que vous me recommandez parce que je pense que c'est devenu voilà un petit peu mon dada en matière de manga. J'adore ça, c'est mon péché mignon. Je trouve que la littérature manga horrifique japonaise est surprenante et vraiment très 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 bien faite. Au programme du club de lecture d'Antastasia, il y a eu un mois où nous devions lire Jenny de Sigrid Undset, que je ne m'attendais pas à aimer autant. On est vraiment sur quelque chose qui va... Alors après c'est très personnel, hein, je veux dire Madame Bovary est mon livre préféré, donc c'est vrai que très souvent dès qu'on suit une héroïne un petit peu incomprise, qui se met dans des situations difficiles, voilà, ça me parle toujours. Et chez Jenny, j'ai retrouvé un petit peu ça. J'ai retrouvé ça, mais pas seulement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très intéressantes chez Jenny, notamment la psychologie du personnage. C'est vraiment un roman très psychologique, je trouve, avec cette volonté d'une femme de s'émanciper et qui refuse de tomber amoureuse, de vraiment s'adonner corps et âme à une relation amoureuse, qui d'ailleurs a du mal à tomber amoureuse même, on pourrait dire parfois. Bref, c'est un personnage assez ambigu, Jenny. Ambigu, mais du coup très intéressant aussi, parce que justement, il y a toutes ces facettes qui se superposent, ces choses qui viennent se greffer les unes aux autres et qui donnent toute la complexité d'un personnage qu'on croirait connaître, tellement il est bien décrit. Donc on est dans un roman quand même assez... J'allais dire contemplatif, ce n'est pas le mot, mais on va être dans le même registre un petit peu que Madame Bovary ou que Une vie de Maupassant. C'est-à-dire qu'on va vraiment suivre l'existence de Jenny quand même sur quelques années. On va suivre sa vie de femme, ce qu'elle refuse, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, les moments où vraiment on ne la comprend pas, les moments où elle ne se comprend pas elle-même, les moments où elle déteste la vie. C'est un roman qui est très dur, hein, vraiment très... Enfin, moi, personnellement, je l'ai trouvé très dur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait écho. Et nécessairement, je l'ai ressenti peut-être plus fort que quelqu'un qui le lirait sans avoir nécessairement les mêmes réflexions. Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir les mêmes réflexions que Jenny parce qu'encore une fois, on embrasse tellement la totalité de son être et énormément de ses expériences vécues qu'il est difficile de ne pas se reconnaître dans ce personnage-là, au moins sur certains aspects. Donc voilà, vraiment Jenny de Sigrid Undset, très très belle découverte, gros coup de cœur. Je me note absolument en 2023 de continuer de poursuivre ma découverte des ouvrages de cette autrice parce que c'était une très belle expérience de lecture. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler non plus. J'ai essayé de couper un peu vraiment sur les ouvrages que je vous présente pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais il y a des titres que je ne peux pas enlever, c'est pas possible.
Et donc accélérons un petit peu, découverte auteur cette fois, très rapidement, du coup je ne m'étends pas, Édouard Louis. Édouard Louis qui m'a vraiment ouvert comme Annie Ernaux à une réflexion qui va beaucoup parler de cette idée de transfuge de classe, cette idée de classe d'origine, de comment on s'adapte à la classe dans laquelle on arrive, de la possibilité de déployer son capital culturel dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle classe sociale. Bref, Édouard Louis, la richesse de son analyse, son intelligence, sa philosophie, la violence de sa plume parfois, vraiment la volonté de s'analyser, de se comprendre, cette dynamique d'être toujours dans l'introspection comme le fait Annie Ernaux. Vraiment, Édouard Louis, grosse découverte de cette année, que ce soit pour Qui a tué mon père, que ce soit pour En finir avec Eddie Bellegueule, bref, j'ai vraiment passé des très bons moments avec Édouard Louis. C'est pas, les ouvrages sont pas des coups de cœur en soi, mais par contre, la personne en tant que telle, déjà d'une part, je me suis beaucoup intéressée à ce que Édouard Louis pouvait dire lorsqu'il était reçu, sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon d'écrire aussi, sa colère, euh, enfin toute cette dimension-là, la dimension aussi, voilà, auteur et humaine. Enfin, juste pour ça, Édouard Louis, voilà, c'est une très belle découverte cette année. Et je vous invite à découvrir ses ouvrages. Qui a tué mon père, c'est vraiment un tout petit ouvrage hein, qui fait une soixantaine de pages, il me semble, que vous pouvez trouver en poche aujourd'hui, sans beaucoup de difficultés, parce qu'il a quand même fait pas mal de bruit dans le milieu littéraire. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, et pourquoi pas par Qui a tué mon père pour commencer. Allez, encore deux. Non des moindres, hein, mais encore deux. Donc, alors attendez, parce que par contre, je n'ai pas le titre de l'autrice. J'ai beaucoup de mal avec le nom de cette autrice chaque fois, la prononciation, et je suis désolée, je vais peut-être l'écorcher. Donc, Cadavre. Cadavre. J'ai beaucoup de mal avec le nom de cette autrice et je l'écorche beaucoup, donc je vais me permettre de lire. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Cadavre exquis d'Augustina Basterica. Je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, Cadavre exquis, si je le mets dans cette liste, c'est parce que ça fait partie des ouvrages qui m'ont vraiment surprise cette année. Je pense pas que ça fasse partie des livres que j'ai trouvé les mieux construits en termes d'histoire ou les plus intéressants en termes de style, ça non. Mais par contre, j'ai été happée par l'histoire, déjà, d'une part, et j'ai trouvé le propos très intéressant. Dans Cadavre exquis, ce sont les hommes qui sont exploités à la place des animaux, c'est-à-dire on n'exploite plus les animaux. En fait, il y a une espèce de race de sous-hommes qu'on crée à la chaîne, un petit peu comme on fait avec les animaux, et qu'on met dans des abattoirs, qu'on tue et qu'on mange. Donc en gros, c'est une société qui valorise et commercialise même le cannibalisme. C'est la façon dont se nourrissent les gens. Et donc nous, on va sur un représentant en viande humaine qui va se présenter chez un homme qui va lui offrir une femme, donc, mais une femme de cette espèce, des sous-hommes, comme, comme expliqué dans le livre. Et en fait, cet homme va garder cette femme dans son garage pendant un certain temps. Et il va se passer un certain nombre de choses. Bref, euh, c'est vraiment chirurgical comme roman. On est très dérangé. Moi, j'avais l'impression d'être dans un hôpital en permanence parce qu'il y a des choses qui sont très aseptisées. Et puis, brusquement, il y a des moments où on bascule dans quelque chose de tellement sale, mais vraiment sale au point où on a envie d'aller prendre une douche au moment où on lit, pour tout vous dire. Alors après, c'est certainement le fait que moi, je ne consomme pas de viande et pas de poisson depuis maintenant presque 10 ans, que je sois aussi engagée voilà, que je sois végane depuis un certain temps. Voilà, donc il y a des descriptions évidemment qui me font... qui étaient très très dures. Donc il y a toute cette dimension-là, bien sûr. Mais ce livre, il est top même pour quelqu'un qui n'est pas forcément sensible à la cause des animaux, même si, bon bref, c'est pas le débat, je vais pas rentrer dans ces débats-là, mais voilà, qui n'a pas forcément été touché voilà, par les choses qu'il a pu voir, ou qui finalement n'a peut-être rien vu, pourquoi pas, bon, même si ça m'étonne un petit peu, mais qui n'a pas été informé en tout cas de cette souffrance animale. Il y a une transposition qui est faite, qui est très intéressante, et qui interroge finalement notre capacité à faire preuve d'empathie et qu'est-ce qui vient aussi couper l'empathie qu'on peut avoir pour les animaux, comme bon, en l'occurrence là pour ces sous-hommes dans Cadavre exquis. Donc toute cette réflexion-là, elle était intéressante, elle était bien amenée dans le roman, elle était ouais, exploitée, je trouve, d'une façon tout à fait cohérente. Donc Cadavre exquis, voilà, je l'ai dévoré, je l'ai lu très rapidement. En fait, c'est maintenant qu'il m'en reste que deux. Je finis avec la littérature russe. Cette année, 2022, aura marqué ma rencontre avec Pouchkine et avec Eugène Onegin, qui est un chef-d'œuvre de la littérature tout court, j'allais dire russe, mais de la littérature tout court. Alors c'est un ouvrage qui est comme ceci, qui est vraiment écrit sous forme poétique, qui est
magnifique. J'ai même pas envie de vous raconter de quoi parle Jane Onegin. Juste faites-en l'expérience, rentrez dedans sans appréhension. Je sais que c'est un classique, je sais que ça peut paraître dense, mais encore une fois, voilà, je vous remontre en termes de répartition de texte. Enfin, je veux dire, on est sur quelque chose de très abordable, vraiment qui se lit très rapidement. Donc, je sais pas. Ce serait tellement dommage de passer à côté. Pour le coup, c'est une expérience littéraire qui transcende le retour qu'on peut en faire avec les mots. Genre, je suis vraiment à court de mots pour vous parler de Jane Onegin, et c'est très rare que ça arrive pour un roman. Parce que il y a tout. Il y a la beauté de la langue, il y a la beauté des descriptions, il y a la beauté des sentiments humains, il y a l'âpreté et l'horreur d'autres sentiments humains. Il y a tout ça. C'est vraiment l'histoire d'un acte manqué, d'une rencontre qui ne se fait jamais, de quelque chose après lequel on court en permanence, et tout ça sous la forme d'un chant qui est vraiment merveilleux, voilà. Donc vraiment, ratez pas Eugène Onegin, ce serait trop dommage, j'en parle avec des mots d'une simplicité, c'est affligeant parce que je peux pas vous en dire plus, juste lisez Eugène Onegin. Allez, je termine avec ma dernière lecture, Crime et Châtiment. Je le mets déjà dans ce top, ouais, même si j'ai lu que la première partie. Parce que, alors déjà, regardez en termes d'annotation. Mais la riche, je vais vous faire une vidéo spéciale sur Dostoïevski, enfin sur Crime et Châtiment. Je vous ai fait un sondage sur Instagram, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient intéressées. Et puis quand bien même, ce serait une vidéo qui ne marche pas sur la chaîne, peu importe. J'aime tellement faire des recherches autour de cet ouvrage que ce sera toujours ça. Ça me permettra à moi de mettre mes idées au clair. À certains peut-être je sais pas, de rentrer par une porte peut-être un peu plus ouverte de cette œuvre qui peut être effrayante, vraiment de par la densité et puis de par ce qu'elle représente en fait, hein, parce qu'on a cristallisé sur Crime et Châtiment un certain nombre de choses. Non pas qu'on ait eu tort, mais en tout cas ça donne une certaine pression peut-être à un lecteur qui non aguerri ou qui n'est pas forcément consommateur, j'aime pas le terme non plus, lecteur assidu de classiques. Mais voilà, vraiment. Alors déjà, je le trouve très accessible. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut que je dise parce que j'ai l'impression que je vous vends ça comme si c'était quelque chose que personne ne pouvait lire. Tout le monde peut lire Crime et Châtiment. Vraiment, moi aussi, j'avais peur. Moi aussi, je me disais, mon Dieu, en plus avec la complexité des sonorités, des noms russes avec lesquels on est finalement assez peu familier. Est-ce que je vais m'en sortir? On s'en sort. Il n'y a aucun problème. Et ce qui est incroyable dans Crime et Châtiment, c'est l'histoire. Et je sais que tout le monde dit que la meilleure partie est la seconde, et je n'en doute pas. D'ailleurs, là, je vais l'entamer dès ce soir. Mais cette première partie, je l'ai trouvée exquise. Vraiment, c'est un bijou. Pour plein d'aspects. Alors c'est un bijou grossier par contre, parce qu'il y a des longs dialogues chez Dostoïevski, des dialogues qui ont parfois, on a l'impression, ni queue ni tête, avec des protagonistes qui sont saouls, des protagonistes qui sont malades, des protagonistes qui sont dans des déviances euh, réflexive qui entraîne le lecteur tellement loin qu'on a l'impression de plus toucher terre en fait simplement. Et ben, c'est ça la force de Dostoïevski, c'est cette capacité à vraiment créer un climat, une ambiance qui permet de mettre en lumière la psychologie d'un personnage principal qui est vraiment très particulier, très hautain, avec une certaine prétention aussi, qui se voit presque comme un Napoléon, qui se donne des droits qu'il n'octroierait à personne d'autre. Bref, je ne vous ai pas fait de résumé, mais dans ce roman, on suit Raskolnikov, c'est le personnage principal qui est un ancien étudiant en droit qui va se voir obligé de mettre en gage la montre de son père. Mettre en gage, c'est laisser un objet à quelqu'un contre une certaine somme d'argent qui très souvent est dérisoire pour pouvoir payer son loyer. Sauf que petit à petit va naître en lui une réflexion autour de ce métier d'usurière et de cette vieille usurière qui lui a pris sa montre pour une somme dérisoire. Et la haine va peu à peu être attisée. Et petit à petit, il va réussir à... il va amener de toute façon cette réflexion à quel moment il est juste de tuer quelqu'un. Et c'est ça, Crime et Châtiment. Parce que, bon, le meurtre arrive dans les 100 premières pages, donc je ne vous spoile rien. Puis vous doutez, il y a crime dans le titre, donc nécessairement il va aller au bout. Bon, ça on le sait dès le début qu'il va aller au bout, c'est quelque chose qu'on ressent quand même très rapidement que Raskolnikov ne va pas faire demi-tour. Bref, je vous en parlerai plus dans une vidéo dédiée à Crime et Châtiment, mais j'adore ma lecture du tome. J'ai adoré ma lecture du tome 1 et je pense que
Alors, c'est pas un tome. J'ai adoré la lecture de cette première partie. Je pense que ce sera de même pour la seconde. Nous en avons enfin fini avec mes meilleures lectures de l'année 2022. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est une vidéo qui est très souvent... Enfin, moi, c'est les vidéos que j'attends le plus sur les chaînes des gens. J'adore aller voir les meilleures lectures des personnes. J'adore pêcher des petites recommandations comme ça à droite à gauche. Je trouve ça super. D'ailleurs, très souvent, mes gros craquages ont lieu en janvier par rapport à ça. Parce que je regarde les coups de cœur des gens et je me dis, mais ça a l'air génial, mais ça a l'air trop bien. J'espère que ça vous a exactement fait cet effet-là. Et que vous allez un peu craquer votre porte-monnaie ou pas, parce qu'il y a tous les classiques dont je vous ai parlé, par exemple, ils sont vraiment trouvables, alors à des prix assez bas en librairie déjà, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez les trouver sur la plupart des... Il y en a qui sont disponibles sur YouTube en audio, il y en a qui sont disponibles en EPUB directement sur Google. Vraiment au niveau des classiques, c'est assez facile. Ça devient plus complexe avec la littérature young adulte déjà, et avec le roman contemporain. On a plus de mal à trouver les ouvrages partout, mais en tout cas pour tout ce qui est classique, voilà, n'hésitez pas à... Si vous n'avez pas forcément les finances actuellement et qu'il y a quelque chose qui vous a tenté, n'hésitez pas à farfouiller à droite à gauche sur internet, sur des applications, pour peut-être trouver votre bonheur sans avoir besoin de débourser une somme d'argent quelle qu'elle soit. Voilà, j'espère vraiment que je vous ai donné plein d'idées. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Alors moi, mon film, encore une fois, Noël, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Noël est passé, bientôt le jour de l'an. Donc je vous souhaite une très belle année par avance. Je vous la refêterai bien évidemment lorsque on y sera passé. Voilà. Mais je vous souhaite surtout de merveilleuses lectures à venir pour cette fin d'année, pour l'année qui commence. Et vraiment, si vous craquez pour quoi que ce soit, ou si je vous ai donné envie de lire un livre, quel qu'il soit dans cette liste, dites-le moi. Je serais vraiment ravie, enchantée de savoir que je vous ai motivé à lire des ouvrages qui ont vraiment, vraiment marqué mon année 2022. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.